Samora Machel, 1933 à 1986, fut une figure emblématique de la lutte pour la libération nationale du Mozambique et le premier président de la République populaire du Mozambique. Issu d'un contexte de colonisation portugaise marqué par l'exploitation, l'oppression et la violence, Machel consacra sa vie à l'organisation et à la direction de la lutte armée contre le colonialisme à travers le mouvement Frelimo, Front de libération du Mozambique. Sa vision s'inscrivait dans une perspective panafricaine et socialiste visant à libérer son peuple tout en posant les fondations d'un État souverain, juste et égalitaire. Le discours d'indépendance prononcé par Samora Machel dans la nuit du 25 juin 1975 marque un moment historique pour le Mozambique et pour l'Afrique. Il célèbre non seulement la fin de près de 5 siècles de domination coloniale portugaise, mais il formalise également l'aspiration profonde du peuple mozambicain à la liberté, à la justice sociale et à la souveraineté nationale. Ce discours est essentiel car il ne se limite pas à proclamer l'indépendance. Machel y rend hommage aux martyrs et héros de la lutte, il analyse les causes et les conséquences de la colonisation, il expose les principes fondateurs de l'État mozambicain et il souligne la nécessité de l'unité, de l'éducation politique et de la mobilisation populaire pour consolider la révolution. À travers ces mots, Samora Machel transmet une leçon intemporelle sur le courage, la résilience et l'engagement envers la libération des peuples opprimés, faisant de ce discours un document majeur de l'histoire africaine contemporaine. Mozambicaine, Mozambicains, travailleurs, paysans, combattants, aujourd'hui, à minuit, la République populaire du Mozambique est née. Un État né de la lutte de notre peuple pour la liberté et l'indépendance. Lutte qui a duré de nombreux siècles. C'est un État dans lequel le pouvoir de l'Alliance des travailleurs s'établit pour la première fois dans notre pays. La portée historique de ce moment ne peut échapper à aucun Mozambicain, ni à aucun citoyen d'un autre pays, qu'il soit libre ou encore opprimé, et encore moins à la dimension internationale de ce fait. Mais nous ne parlons pas seulement du présent que nous vivons, bien que ce soit un moment exaltant que l'on peut voir dans nos visages, nos maisons et nos rues, et qui existe encore plus profondément dans notre conscience. Nous souhaitons avant tout rappeler le passé pour mieux prévoir et planifier l'avenir. Nous voulons honorer la mémoire de nos héros, ceux qui sont tombés dans la lutte contre les envahisseurs étrangers, ceux qui ont péri dans l'abattoir du colonialisme portugais, à travers la déportation, la traite des esclaves et le travail forcé, ceux que le colonialisme fasciste a condamnés à une mort lente, à la désintégration familiale et spirituelle, à la dépersonnalisation. Nous rendons hommage à tous les combattants glorieux tombés au cours de la lutte armée pour la libération nationale. Avant tout, nous rappelons la mémoire impérissable du premier président et fondateur de la Frelimo, Eduardo Chivambo Mondlane. Leur sang a jeté les fondations de la nouvelle nation mozambicaine qui s'est affirmée au cours de ces 10 années dans nos zones de lutte et de travail clandestin, et qui, avant de se transformer en réalité nationale, était déjà vivante dans notre conscience. Nous demandons à chaque Mozambicain, du Rovuma au Maputo, de se joindre à nous pour observer une minute de silence en leur mémoire. La République populaire du Mozambique naît du fruit de la volonté inébranlable et de la détermination de faire du peuple mozambicain pour reconquérir sa liberté et jouir du droit suprême et inaliénable de tous les peuples, l'indépendance nationale. Au moment où nous obtenons cette indépendance, nous devons réfléchir à la réalité qui prévalait dans la situation précédente, sous la domination coloniale. Pourquoi le colonialisme tuait-il? Pourquoi saisissait-il, déportait-il et massacrait-il les populations? Pourquoi nos mères et nos épouses étaient-elles violées, nos traditions humiliées, notre civilisation niée et les Mozambicains arrêtés pour le moindre signe de patriotisme? Pourquoi l'alcoolisme était-il répandu, la prostitution et la désintégration familiale encouragées? Et pourquoi des familles entières étaient-elles déplacées de leur région d'origine, forcées d'abandonner leurs terres ancestrales, leur bétail, leurs maisons et leurs maigres possessions? Pourquoi tout cela se produisait-il dans tant de régions de notre pays? Comme une marque indélébile des colonialistes portugais, ce n'était pas une manifestation sadique de l'esprit malfaisant d'un peuple, ni le résultat de la perversité bestiale d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Ne nous trompons pas à ce sujet. Le colonialisme portugais était la forme que prenait la domination impérialiste dans notre pays, l'exploitation d'un peuple entier et de ses ressources par le capitalisme étranger,
tant portugais que d'autres pays. C'est pour exploiter notre force de travail que des milliers de Mozambicains furent réduits en esclavage et envoyés sur les côtes des Amériques, où les rares survivants furent vendus comme des marchandises. C'est pour exploiter notre sueur que les administrateurs coloniaux nous ont saisis et envoyés au travail forcé. C'est pour s'approprier la richesse de notre sol que des régions entières furent réservées à certaines cultures, comme le coton, que le peuple était forcé de cultiver, mourant de faim, tandis que les grandes compagnies concessionnaires accumulaient d'énormes profits. C'est pour piller notre sous-sol que les grandes multinationales se voyaient octroyer concessions et installations minières, utilisées pour drainer notre pays de sa richesse. Pour maintenir notre peuple soumis à sa domination, le colonialisme tenta, dans certains cas, surtout dans les zones urbaines avec un certain succès, de détruire notre personnalité, semer la division et créer une mentalité d'esclave envers l'étranger. L'assimilation n'était pas seulement le caprice fasciste d'un dictateur sénile, mais un processus délibéré d'aliénation mentale au service de l'étranger, niant toute la culture, l'histoire et les traditions de notre peuple. Un homme ainsi détruit spirituellement devenait un cadavre vivant, réceptacle docile pour la pensée, l'action et le mode de vie des colonisateurs. La religion, et surtout l'Église catholique, fut un puissant facteur d'aliénation culturelle et humaine du Mozambicain, pour en faire un instrument docile d'exploitation et écraser toute résistance sous le nom de la résignation chrétienne. C'est cet héritage que nous récoltons aujourd'hui, un héritage de pauvreté et de retard social et économique que la beauté superficielle des gratte-ciel et des collines herbeuses ne peut cacher. Il suffit de parcourir le pays et de comprendre que l'expression du Rovuma au Maputo n'est pas un simple slogan, mais une réalité palpable, pour constater que le retard séculaire, la maladie, la nudité, la faim et l'ignorance sont le fruit du même arbre qui a grandi avec le colonialisme, connu sous le nom d'exploitation. C'est un arbre malfaisant que nous n'avons pas encore déraciné, une sangsue qui suce encore notre sang, affaiblissant notre résistance, nos capacités et notre intelligence. C'est un python qui, aujourd'hui, se pare de la peau de sa propre victime. Nous ne retracerons pas ici toute l'histoire du processus de libération nationale à travers les événements qui s'y sont déroulés. Mais un rappel succinct du processus politique est nécessaire pour comprendre la naissance aujourd'hui de la République populaire du Mozambique et la ligne qui la guide. Dans l'histoire mozambicaine, la lutte pour une ligne politique révolutionnaire a été intrinsèquement liée à la lutte pour l'unité. La lutte pour défendre et consolider l'unité, moteur de la lutte de libération, exigeait une vigilance permanente et des actions pour neutraliser et éliminer les manœuvres de l'ennemi et des forces nationalistes opportunistes et réactionnaires. Cette même lutte nécessitait de clarifier et de développer constamment la ligne politique de la Frélimo, notamment en ce qui concerne la définition de l'ennemi et la nature, les méthodes et les objectifs du combat. Les lignes de division successives au sein de la Frélimo et le processus de purification de nos rangs ont révélé que les contradictions qui apparaissaient reflétaient des intérêts antagonistes. La contradiction entre les masses laborieuses et une poignée de nouveaux exploiteurs souhaitant remplacer la bourgeoisie coloniale en tant que classe dominante. En définissant le racisme, le régionalisme et le tribalisme comme ennemis à combattre, tout comme le colonialisme, le comité central réuni en octobre 1966 a privé les opportunistes de leurs principaux instruments de manœuvre antipopulaire. La même réunion a mis fin à la contradiction entre militants politiques et militants militaires en définissant la lutte comme politico-militaire, permettant ainsi aux éléments d'avant-garde de se libérer du contrôle des éléments réactionnaires marginaux. La décision historique de confier aux forces populaires de libération du Mozambique la création du détachement des femmes, instrument des femmes dans leur lutte historique pour l'émancipation, a élargi la base de soutien de masse à notre lutte et introduit de nouvelles forces décisives dans le combat révolutionnaire. Ces victoires idéologiques ont permis l'avancée impétueuse de la lutte de libération, la destruction de forces ennemies substantielles, l'expansion de la lutte armée dans la province de Tete, la transformation des zones semi-libérées en zones libres du système d'exploitation et le début du processus de création de bases opérationnelles. Nos victoires politico-militaires ayant rendu le colonialisme portugais plus désespéré et accru l'isolement des couches exploiteuses parmi nous, les contradictions entre les masses et le système exploiteur sont devenues plus marquées. Dans une tentative désespérée d'éviter leur défaite inévitable, les forces colonialistes et réactionnaires ont uni leurs forces et lancé une offensive de manœuvres et de crimes contre la ligne politique correcte dirigée par le camarade Eduardo Mondlane.
Le deuxième congrès de la Frélimo, tenu dans les zones libérées de la province de Niassa en juin 1968, a exposé et neutralisé les forces réactionnaires et leurs idées, permettant aux larges masses de consolider leur unité derrière les objectifs justes et clairs de la Frélimo. Cette victoire a déclenché une vague de violence réactionnaire dans laquelle de nouveaux exploiteurs nationaux, maintenant ouvertement alliés aux forces impérialistes coloniales, ont commencé un processus d'élimination physique des militants et dirigeants révolutionnaires, culminant avec l'assassinat barbare du camarade Eduardo Chivambo Mondlane le 3 février 1969. L'assassinat du leader incarnant la dimension nationale et révolutionnaire de notre lutte et la mise en œuvre effective de la ligne et de la pratique de la Frélimo visait à décapiter la révolution mozambicaine et permettre aux représentants des nouvelles classes exploiteuses, fidèles serviteurs de la bourgeoisie et de l'impérialisme, de s'emparer du pouvoir. En assumant l'héritage du camarade Eduardo Mondlane, étroitement intégré aux masses et résolument soutenu par les combattants des forces populaires de libération du Mozambique, la Frélimo, avant-garde révolutionnaire du peuple, s'est dressée contre les forces de l'opportunisme et de la réaction lors des réunions historiques du Comité central d'avril 1969 et de mai 1970, exposant, isolant, neutralisant et éliminant la ligne politique erronée des nouveaux exploiteurs. Cette victoire, qui a conduit à la purification de nos rangs et à l'approfondissement de l'idéologie de la Frélimo, a créé les conditions pour transformer la lutte armée en guerre populaire, passant d'une lutte de libération à une phase supérieure, populaire. Les transformations idéologiques qui ont eu lieu ont conduit à un développement impétueux de la lutte de libération. La défaite stratégique du colonialisme de mai à septembre 1970 lors de l'opération Gordian Knot, le démantèlement du blocus du Zambèze par l'expansion de la lutte armée au sud du Zambèze en novembre 1970 et l'ouverture du front de Manica et Sofala en juin 1972. C'est à partir de l'échec de la grande opération ennemie Gordian Knot que la nature irréversible, profondément enracinée et populaire du processus révolutionnaire dirigé par la Frélimo s'est affirmée et que la désintégration du colonialisme portugais a commencé à s'accélérer à un rythme effréné. Ni la transformation de la guerre coloniale en guerre coloniale impérialiste par l'internationalisation de l'agression contre notre peuple, ni l'intensification du pillage de nos ressources par les monopoles, ni les plans stratégiques criminels comme celui de Cabora Bassa n'ont pu arrêter le progrès de notre lutte et son expansion progressive à tout le pays. La tentative de terroriser notre peuple par le bombardement systématique de villages, écoles, hôpitaux, champs cultivés, par l'utilisation d'agents chimiques et enfin par des massacres tels que ceux de Wiriamu, Joao, Showole et Inaminga, n'a fait que renforcer les contradictions et la détermination du peuple à détruire l'ennemi. Au niveau international, le colonial-fascisme portugais, qui disposait encore de certaines marges de manœuvre grâce à la complicité active des pays capitalistes, et particulièrement de certains membres de l'OTAN, a commencé à être dénoncé avec vigueur et s'est isolé à l'étranger, comme l'a montré l'expulsion du Portugal de nombreuses organisations internationales. Le mot d'ordre émis par le Comité central en décembre 1972, appelant à une offensive générale sur tous les fronts, a accéléré l'effondrement de l'ennemi. Il est évident que l'offensive générale ne se limitait pas à intensifier les batailles à grande échelle et n'aurait pu réussir uniquement sur le plan militaire. En lançant cet appel à une offensive générale sur tous les fronts, le Comité central de 1972 a affirmé, avant tout, la nécessité de l'unité idéologique. En d'autres termes, la pratique a montré que l'unité basée uniquement sur la négation de l'ennemi et sur la simple revendication de l'indépendance n'était pas suffisante. Il était essentiel que l'unité soit fondée sur une définition claire et sans ambiguïté des principes de ce que nous voulons faire, de la manière dont nous voulons le faire et du type de société que nous voulons construire. Les principes affirmés doivent être vécus et développés par une pratique cohérente. La lutte s'est donc étendue, de nouveaux fronts ont été ouverts et la ligne idéologique s'est renforcée dans les zones libérées, établissant une démarcation nette avec les zones contrôlées par l'ennemi. Des bases solides ont été posées pour le pouvoir démocratique populaire. C'est une ligne correcte, combinée à une pratique correcte, qui a conduit à la destruction et à la défaite du colonialisme portugais et ouvert une nouvelle phase du processus d'indépendance du peuple mozambicain, commencé avec l'accord de Lusaka et conclu aujourd'hui par la proclamation de l'indépendance nationale complète du Mozambique. La tâche du gouvernement de transition était essentiellement de consolider le pouvoir ardemment conquis, en particulier en étendant la mobilisation populaire et en la rendant plus large. Nous félicitons le gouvernement de transition pour le succès qu'il a obtenu dans cette tâche. Pour les conditions créées,
afin que le pouvoir populaire soit réellement étendu et consolidé dans notre pays. Nous devons être conscients des grandes difficultés auxquelles nous serons confrontés en raison de la situation coloniale, que le gouvernement de transition ne pouvait évidemment que partiellement résoudre. Avec la proclamation de la République populaire du Mozambique, nous entamons une nouvelle phase de notre histoire dans laquelle nous allons mettre en pratique partout dans le pays les acquis politiques, idéologiques, économiques, sociaux et culturels remportés lors de la lutte. Dire « République populaire » n'est pas une formule vide et démagogique. Dire « République populaire » signifie donner corps aux aspirations de millions de Mozambicains dominés et exploités, pour qui l'indépendance est une condition préalable à la fin de l'exploitation et à l'instauration d'un régime populaire. Dire « République populaire », c'est dire indépendance. Dire « République populaire », c'est dire révolution. L'État n'est pas une structure éternelle et immuable. Ce n'est pas la machinerie bureaucratique des fonctionnaires, ni quelque chose d'abstrait ou de purement technique. L'État est toujours la forme organisée par laquelle une classe prend le pouvoir pour réaliser ses intérêts. L'État colonial, instrument de domination et d'exploitation par une bourgeoisie étrangère, et l'impérialisme, déjà partiellement détruit par la lutte, doit être remplacé par un État populaire, forgé à travers une alliance des travailleurs et des paysans, guidé par la Frélimo et défendu par les forces populaires de libération du Mozambique. Un État qui élimine l'exploitation et libère l'initiative créatrice des masses et des forces productives. Dans la phase de démocratie populaire dans laquelle nous nous engageons actuellement, il s'agit de poser les fondations matérielles, idéologiques, administratives et sociales de notre État. Nous devons être conscients que l'appareil que nous héritons est, dans sa nature, sa composition et ses méthodes, profondément rétrogrades et réactionnaires, et qu'il doit être complètement révolutionné pour le mettre au service des masses. D'autres réalités doivent également être prises en compte. Nous obtenons le pouvoir politique, mais pas encore le pouvoir économique, l'appareil administratif, éducatif, sanitaire, judiciaire, etc. échappe encore à notre contrôle. La nouvelle bataille ne fait que commencer. Contre nous se dressent les exploiteurs et privilégiés qui tenteront d'entraver le processus révolutionnaire par tous les moyens à leur disposition. L'unité sera une cible essentielle de l'activité ennemie. L'unité n'est pas un sentiment abstrait. Elle repose sur une conception claire de nos objectifs et une compréhension précise des tâches à chaque moment. L'unité implique de tracer une ligne de démarcation toujours plus ferme entre nous et l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il prend. Par la pratique et son action, la Frélimo s'est affirmée comme la force dirigeante de notre société. Pour cette raison, les larges masses, du Rovuma au Maputo, se sont pleinement identifiées aux principes et à la lutte de la Frélimo. Ce soutien populaire considérable est une force immense, inépuisable, qui, correctement canalisée et structurée, est invincible. À un moment où la consolidation du pouvoir de l'Alliance travailleurs-paysans est prioritaire, et où commence la nouvelle phase de reconstruction nationale, il est essentiel que la Frélimo soit en mesure, structurellement et organisationnellement, de mener à bien les gigantesques tâches qui l'attendent. Il s'agit principalement de mener une offensive idéologique pour éradiquer la mentalité coloniale et capitaliste profondément enracinée dans les zones urbaines, ainsi que la mentalité féodale et traditionnelle prédominante dans les zones rurales. Cette offensive idéologique permettra aux masses laborieuses de comprendre leur rôle historique, leur rôle de leader dans le processus de transformation en cours. Cette tâche doit être précédée par l'élévation constante du niveau politique et idéologique des cadres, aguerris et forgés par la guerre de libération du peuple. C'est pour cette raison que la dernière réunion du comité central a décidé de donner la priorité à la création d'une école du parti. La mobilisation et l'organisation des masses dans la lutte de classe qui approche ne peuvent être confiées qu'à des cadres éprouvés par la pratique. L'un des principaux bastions du système d'exploitation de l'homme est l'appareil que nous héritons en matière d'administration, de justice, d'éducation, de santé, etc. Peu importe la bonne volonté et l'honnêteté de ses membres, cet appareil était conçu uniquement pour servir la domination étrangère et l'exploitation de l'homme. Il est donc impératif de créer une nouvelle mentalité et de nouvelles méthodes chez les personnes qui en font partie. Ce travail ne peut être accompli que si de véritables représentants de la classe laborieuse prennent leur rôle de leader. Ces facteurs expliquent pourquoi la Frélimo doit rester la force dirigeante dans les structures de l'État. Dans la bataille actuelle, le peuple dispose d'un instrument précieux. Les forces populaires de libération du Mozambique, forgées et aguerries dans la lutte acharnée contre l'agression coloniale impérialiste, ainsi que dans la lutte contre les exploiteurs anciens et nouveaux. Les circonstances historiques vécues par notre peuple au cours de la dernière décennie
ont fait des forces populaires de libération du Mozambique un réservoir inépuisable de cadres révolutionnaires. En élevant constamment le niveau politique et de classe des combattants, en développant leur niveau éducatif, culturel et technique, en renforçant la discipline dans nos rangs, en consolidant le sentiment du devoir internationaliste et en éduquant la nouvelle génération de combattants dans la glorieuse tradition révolutionnaire des forces populaires de libération du Mozambique, nous disposerons toujours d'une force décisive pour défendre notre pays, la révolution et les intérêts des masses populaires. Aujourd'hui comme hier, les forces populaires de libération du Mozambique sont également un détachement actif sur les fronts fondamentaux de la production, de l'étude et de la mobilisation des masses. La participation active sur ces fronts permet aux combattants d'intérioriser la dimension politique qui les préparera à accomplir toujours leurs devoirs patriotiques et révolutionnaires. La participation des femmes dans les forces populaires de libération du Mozambique, dans le cadre du détachement des femmes, est impérative pour la lutte pour l'émancipation féminine et pour impliquer les femmes dans le processus révolutionnaire. La participation des femmes à des travaux traditionnellement masculins est un facteur profondément mobilisateur et décisif, établissant l'égalité des sexes dans la pratique. L'Organisation des femmes du Mozambique, OMM, doit développer ses activités partout dans le pays, en traitant les problèmes criants rencontrés par les femmes. Pour accomplir sa tâche, l'OMM doit s'appuyer fermement sur le détachement des femmes, avant-garde pratique des femmes mozambicaines. La bataille pour l'émancipation des femmes est également une bataille idéologique contre les idées issues des traditions décadentes et contre les multiples tentatives de la bourgeoisie pour détruire la valeur de la lutte pour la liberté. La lutte est également organisationnelle, visant à établir des structures parmi les femmes les moins organisées et les plus exploitées, humiliées et opprimées. Davantage d'organisations démocratiques de masse, en particulier pour la jeunesse et les travailleurs, doivent voir le jour après un travail préalable de la Frelimo pour organiser ces secteurs. Au moment où nous proclamons notre indépendance, nous devons éviter de nous laisser emporter par l'euphorie, notamment dans l'analyse de notre situation économique et sociale. Reconnaître que la situation économique et financière est catastrophique, en raison du pillage effréné, des conditions financières imposées par le colonialisme et de l'exploitation désorganisée de notre potentiel, ne diminue en rien la grandeur de notre lutte, de notre peuple et de notre pays. Il est donc nécessaire d'entreprendre une analyse froide et sectorielle des conditions économiques, sociales, éducatives, culturelles et sanitaires dans notre pays, afin de définir les meilleures méthodes de lutte. Telle sera la première tâche de notre gouvernement. Parmi les problèmes prioritaires figurent le chômage, la pauvreté, l'analphabétisme, les enfants abandonnés, la prostitution et la criminalité. Nous devons donc élaborer une politique nationale de développement, une politique correcte pour l'utilisation de nos ressources. La définition de la politique à suivre est essentielle pour établir les priorités. Dans l'élaboration de notre stratégie de développement, nous devons accorder une valeur particulière à notre principale force, la mobilisation et l'organisation du peuple. Nous devons nous inspirer de notre propre expérience, notamment dans les zones libérées. Il suffit de comparer les succès de la reconstruction dans les zones libérées, désormais visibles par tous, avec la misère dans laquelle vivaient les populations dans les camps de concentration ennemis, malgré les sommes dépensées, pour comprendre que nous ne chercherons pas de solution miracle à l'étranger, mais nous appuierons avant tout sur nos propres forces, en travaillant avec détermination, programmes clairs et objectifs précis. Nous souhaitons souligner le rôle que nous continuons à attribuer aux zones libérées, aux bases et centres de la Frelimo, comme réservoir et source d'inspiration pour notre révolution. C'est dans ces zones que la population a vécu des années en dehors de la société coloniale et de ses vices. C'est dans nos centres et bases qu'une nouvelle génération vraiment libre grandit, digne d'être appelée continuateur de la révolution. La création d'une vie nouvelle dans les zones libérées n'était pas accidentelle ni automatique. Des efforts politiques, idéologiques et organisationnels profonds ont été nécessaires pour surmonter l'influence du passé, les tentatives des formes traditionnelles de réaffirmer leur pouvoir et les nouveaux exploiteurs. Il est important de retenir cette expérience pour préparer la nouvelle phase. Quiconque visite le pays peut constater le grand problème posé par la population dispersée et la difficulté pour le gouvernement d'organiser les services sociaux, éducatifs et sanitaires pour améliorer les conditions de vie. Ainsi, sous la direction de la Frelimo, la population dispersée en zones rurales sera structurée en sociétés révolutionnaires, en villages communautaires, où la vie sera organisée. La production collective développée selon les traditions et l'échange des savoirs encouragés.
Selon les moyens disponibles et le principe d'autonomie, l'État apportera toute l'aide possible à ces sociétés communautaires en les encourageant à se multiplier et à se développer. Ainsi, le peuple pourra bénéficier de services améliorant véritablement son bien-être, notamment par l'enseignement technique et culturel et l'accès à l'eau, l'électricité, aux soins de santé et aux activités culturelles. L'organisation des sociétés communautaires sera une priorité pour le parti et l'État. Le parti doit lancer une grande campagne pour mobiliser et expliquer les meilleures conditions de vie et de production. La réalisation des tâches gigantesques qui nous attendent implique d'atteindre et de consolider l'unité. Être uni ne suffit pas, il faut combattre toutes les situations et tendances divisives. Il faut comprendre la grandeur, la diversité et la complexité de notre pays. Connaître cette complexité signifie étudier la division du pays et les moyens de la combattre. Parmi les vestiges du colonialisme, la société mozambicaine présente à un très haut degré une forme typique de discrimination, basée sur les groupes raciaux et sociaux. Au Mozambique, nous voyons des sociétés parallèles, sous forme de clubs, organisées selon la race ou le degré de pigmentation, sans contact entre elles, hormis un contact obligatoire et superficiel pendant les heures de travail. Cette organisation sociale engendre complexes de supériorité et d'infériorité, répression et tension. Il est impératif que toutes ces particularités cèdent la place à la véritable unité entre Mozambicains. Nous ne connaissons pas de tribus, régions, races ou religions. Nous ne connaissons que des Mozambicains, également exploités et également désireux de liberté et de révolution. Nous voulons également aborder le problème des relations traditionnelles entre Église, religion et État et préciser ce qu'elles seront dans la République populaire du Mozambique. Dans la société que nous voulons construire, l'État reposera sur le principe que tout changement dans la société résulte de la lutte de l'homme sur les fronts de la lutte des classes, de la production et de l'innovation scientifique, ainsi que des contradictions dans les phénomènes naturels. Le colonialisme, le capitalisme et les différents systèmes d'exploitation de l'homme ont toujours été associés aux institutions religieuses. L'État colonial transformait la foi des croyants en instrument de neutralisation de la rébellion légitime du peuple. Il est du devoir de l'État de garantir la liberté de conscience à ses citoyens, ce qui implique en particulier la protection des enfants contre l'endoctrinement dans les institutions étatiques, comme cela se produisait dans les écoles coloniales. Pour respecter la liberté de conscience, l'État ne peut être lié à aucune religion ni paraître l'être. Il doit garantir le droit de chaque citoyen de croire ou de ne pas croire. Le peuple mozambicain n'a pas lutté seul. Tout au long de la lutte armée pour la libération nationale, la Frélimo a établi des relations de fraternité, solidarité et entraide avec des peuples et pays partageant les mêmes aspirations de liberté, d'indépendance et de progrès social. Aujourd'hui, nous affirmons que la République populaire du Mozambique assume pleinement la dimension internationaliste de la lutte pour la libération de l'Afrique et de l'humanité, et que notre lutte commune continue. À travers le camarade et ami président Mohamed Siad Barre, actuel président de l'Organisation de l'Unité africaine, nous saluons toute l'Afrique indépendante, notre grande et fiable arrière-base. Nous saluons également les pays socialistes et les forces progressistes qui ont soutenu notre lutte. Nous adressons un salut fraternel au peuple portugais, toujours allié dans la lutte contre le fascisme colonial, avec lequel nous voulons bâtir un avenir d'amitié, sans haine ni vengeance, sur la base du respect mutuel. Avec la proclamation de l'indépendance, nous affirmons notre volonté de paix, d'amitié et de solidarité avec tous les peuples et tous les États, dans le respect de l'égalité et de l'intérêt mutuel, sans jamais sacrifier les véritables intérêts du peuple. Mozambicains, Mozambicaines, nous avons conquis notre indépendance par notre lutte, nos sacrifices et notre conscience révolutionnaire. Nous avons marché, lutté et donné notre vie pour défendre les intérêts des masses laborieuses. En empruntant ce nouveau chemin, éclairé par l'héroïsme de nos martyrs et guidé par la ligne politique de la Frélimo, nous avons une certitude inébranlable. Nous ferons triompher la révolution. Vive la Frélimo! Vive la République populaire du Mozambique! La lutte continue. Malheureusement, le destin de Samora Machel fut tragiquement interrompu le 19 octobre 1986 lorsqu'il trouva la mort dans un mystérieux accident d'avion près de la frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Sa disparition soudaine fut un choc profond pour le Mozambique et pour toute l'Afrique, mais elle ne mit pas fin à l'élan de libération et de transformation qu'il avait insufflé à son pays. L'assassinat de Machel symbolise les risques et les sacrifices auxquels sont confrontés les leaders révolutionnaires dans leur lutte contre le colonialisme et l'impérialisme.
Pourtant, son héritage perdure à travers les institutions qu'il a contribué à bâtir, les idéaux de justice sociale et de souveraineté qu'il a défendus, et l'inspiration qu'il continue d'offrir aux générations mozambicaines et africaines. Aujourd'hui, Samora Machel reste une figure emblématique de la liberté, du courage et de l'engagement envers le progrès de son peuple. Son discours d'indépendance demeure un rappel puissant de l'importance de l'unité, de la mobilisation populaire et de la détermination à défendre les idéaux de justice et de dignité humaine.